Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier chapitre de l'année, enfin du semestre en tout cas, sur la production. Donc on avait vu la consommation donc, où on était axé beaucoup plus sur l'individu, sur les ménages. Là, on va voir la production, donc on va avoir une approche beaucoup plus axée sur l'entreprise. Donc, commençons tout de suite. L'entreprise, définissons un tout petit peu ce qu'est l'entreprise. C'est un lieu qui a plusieurs dimensions. Tout d'abord, c'est l'endroit où aura lieu la production des biens et services qui seront ensuite échangés sur le marché. C'est aussi à l'intérieur de l'entreprise qu'on a la formation des revenus. Et c'est également l'entreprise qui va réaliser du profit pardon, dans notre économie, dans notre pays. Donc l'entreprise, c'est vraiment la plus petite combinaison d'unités légales qui va constituer une unité organisationnelle de production de biens et de services pour le marché. Il faut bien comprendre que l'entreprise a une complète autonomie pour tout ce qui est affectation justement de ses ressources courantes et même affectation de son résultat, même s'il y a quelques obligations légales, mais ça on le verra si je fais une vidéo sur le côté beaucoup plus affectation du résultat en comptabilité. Néanmoins, il y a quand même une latence d'autonomie qui est très très forte pour les entreprises. Donc, le but de l'entreprise, c'est quand même un but économique, c'est une finalité lucrative, d'accord? Une entreprise va chercher à faire du profit. La LME, donc la loi de modernisation de l'économie, en 2008, a vraiment redéfini justement ce qu'est une entreprise et notamment la distinction dans les tailles d'entreprise euh, avec des appellations qui justement prennent en compte l'aspect taille pour voilà, mieux voir de quoi est composé notre tissu productif en France. Donc c'est ce qui a donné lieu notamment aux appellations PME, alors TPE, PME et puis ETI, etc. Donc on a un monde d'entreprise qui est vraiment extrêmement varié. Donc on a trois grands secteurs. On définit trois grands secteurs, le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Le secteur primaire étant considéré comme étant celui où l'on va produire le, la base, les ressources premières, les matières premières. Donc c'est principalement le secteur agricole. Puis le secteur secondaire est le lieu où l'on transforme justement ces matières premières-là, donc où l'on a ce qu'on appelle une production au sens plus strict. Quand on pense production, on pense plus usine, industrie et production de biens. Et puis il y a le secteur tertiaire qui est beaucoup plus le secteur des services, qui se développe énormément sur les dernières décennies. Donc, comment se passe l'investissement des agents producteurs? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc quelques caractéristiques. L'investissement, c'est un rôle essentiel dans le processus de croissance. D'accord? Je vous renvoie aux notions comptables justement de qu'est-ce qui pousse les entreprises à avoir recours à des financements et quels sont les types de financements. Donc je vous rappelle, il y a des financements internes et externes pour l'entreprise quand elle veut investir. Donc voilà. Et l'idée vraiment dans l'investissement des entreprises notamment, des agents producteurs, ça va être de s'agrandir, de se développer et forcément le développement des entreprises permet plus de croissance. Puisque je vous rappelle, la croissance est mesurée par l'augmentation du PIB. Or, le PIB, je rappelle la formule, c'est la somme des valeurs ajoutées. Or, la valeur ajoutée, j'espère que vous suivez toujours, c'est vraiment la richesse créée par les entreprises. Donc vraiment, plus l'entreprise va pouvoir se développer, plus elle va pouvoir créer de la richesse, et bien tout simplement plus sa valeur ajoutée va augmenter, et donc le PIB va augmenter, et donc il y aura vraiment une croissance plus forte dans notre pays. Donc c'est vraiment ça qui est la base de la croissance dans notre économie.
Donc, qu'est-ce que l'investissement des agents producteurs? C'est un investissement, c'est quoi? C'est vraiment l'idée d'aller acheter des biens dans le but d'en produire d'autres. Donc, c'est-à-dire, on va considérer comme étant des investissements des biens qui vont être gardés notamment sur le long terme, ce qu'on peut classifier d'immobilisation en comptabilité, pour ceux qui font un petit peu de compta. Et l'idée donc c'est qu'il va y avoir plusieurs types d'investissements possibles. On va voir ça un petit peu après et voilà, l'idée c'est vraiment d'augmenter son capital avec justement des machines, plus alors soit plus performantes, soit en tout cas qui produisent plus ou mieux. Hop, voilà. Donc ce qu'il faut bien essayer de retenir, c'est, et je vous renvoie à votre cours de comptabilité, qu'il y a de l'investissement net et de l'investissement brut, d'accord? Donc l'investissement brut, c'est notre acquisition, notre coût d'acquisition, d'accord? Et puis l'investissement net, ça va être l'équivalent en compta de la valeur nette comptable, la VNC. C'est notre justement montant brut moins les amortissements qui vont avoir été pratiqués. L'amortissement représentant toujours l'usure de notre machine à travers le temps. C'est bien ce qu'on retrouve à l'actif immobilisé du bilan quand on voit les trois colonnes. On voit bien une colonne brute, une colonne amortissement et une colonne nette. Donc, plusieurs types d'investissements, matériels, immatériels. Donc ça, je vous renvoie plutôt à votre cours de droit pour ces distinctions-là. Faut juste savoir, voilà, matériel, c'est basiquement tout ce qui va concerner, des machines, enfin des choses en tout cas, tangibles que l'on peut toucher. Et puis immatériel, on va être beaucoup plus sur, des choses de type brevet, logiciel, frais de recherche et de développement, formation des personnels, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va avoir trois grandes catégories d'investissements. En tout cas, on va classer ces investissements en trois grandes catégories. Premièrement, ça va être, hop là, pardon, les investissements de type remplacement ou en tout cas renouvellement. L'objectif, c'est quand on cherche à maintenir notre niveau d'activité actuel. Donc on ne cherche pas à produire mieux ou plus, on cherche à juste continuer notre activité. Donc là, il s'agira juste d'aller remplacer une machine devenue trop obsolète, trop ancienne ou même qui ne fonctionne plus. Le deuxième type d'investissement, c'est l'investissement de modernisation ou de productivité. On l'appelle aussi de rationalisation. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller accroître notre productivité. Donc, je ne parle pas forcément d'accroître la production, d'accord? Il y a vraiment une différence entre production et productivité. Productivité, c'est vraiment l'idée d'aller fabriquer, pas forcément plus, mais en tout cas mieux. Donc, par exemple, en moins de temps ou de façon à avoir des choses avec des finitions plus propres et moins de rebut possible, etc. Ce qui va accroître forcément notre productivité. Ça va être, par exemple, de se dire qu'on va remplacer l'activité humaine par des machines, donc le fameux remplacement du facteur travail par le facteur capital, dans le seul but de se dire ben, une machine normalement fait moins d'erreurs, il y a moins de risques quand même qu'elle fasse une erreur qu'une personne, et puis bah, elle peut continuer à produire de façon continue. Elle n'a pas d'arrêt maladie, elle n'a pas de choses comme ça, voilà. Après, il y a toujours bien sûr l'idée qu'elle peut tomber en panne, et cetera. Mais voilà. Donc là, on est vraiment dans de la rationalisation des moyens de production. Donc modernisation, productivité, ces trois termes sont égaux. Et la dernière dernière catégorie, c'est l'investissement de capacité ou aussi appelé d'expansion. Donc là, c'est vraiment dire ce que ça veut dire. Là, on cherche vraiment à produire plus, d'accord? Donc à augmenter la capacité de production de l'entreprise. Donc soit parce que on va produire un nouveau produit et tout simplement on va ajouter voilà une corde à notre arc, soit c'est parce qu'on va continuer à produire notre produit actuel qui fonctionne bien, mais on va en produire beaucoup plus, d'accord? Ce qui peut amener à des économies d'échelle à terme. Donc voilà, donc vraiment trois catégories d'investissement. Produire autant, produire mieux ou produire plus. En gros, si on veut schématiser, ça donne ça. Donc ces dernières années, si on regarde un tout petit peu
qui s'est passé dans notre économie, et je vous renvoie à votre TD, en l'occurrence, au document que je vous ai donné à lire dans le TD, c'est vraiment les investissements de renouvellement qui sont les principaux motifs d'investissement. Donc pourquoi? Tout simplement parce que ce sont ce qu'on appelle des investissements contraints. D'accord? On n'a pas le choix, si on veut continuer notre activité, que d'avoir une machine qui fonctionne, qui est fonctionnelle, qui marche, qui fait pas d'erreur, qui tombe pas en panne tous les 4 matins. Donc, on est obligé, si on a une machine défectueuse ou beaucoup trop vieille, de faire cet investissement de renouvellement. En second investissement, on a l'investissement de modernisation et de rationalisation. Donc là, ça s'explique aussi avec notamment le développement de la technologie. Tout simplement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de technologies qui sont vraiment très efficaces pour améliorer nos processus de production. Et bah, pourquoi s'en passer? D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a un débat qui s'accompagne de cette enfin, oui, il y a un débat, pardon, autour de cette problématique, puisque c'est quand même, voilà, il y a une question qui se pose sur on remplace du travail humain par des machines. Est-ce que ça ne pose pas un souci à un moment donné, notamment quand on voit les taux de chômage, etc. Alors il y a des études, je vais vous donner les liens des articles que je souhaite que vous lisiez, qui prouvent que actuellement, alors je sais pas dans 50 ans, mais oui, effectivement, il y a une partie de destruction d'emplois qui s'accompagne avec de ces investissements-là, mais à côté, il y a une création d'emplois qui est d'un même montant, qui est similaire, puisqu'il faut des personnes pour fabriquer les machines, il faut des personnes pour les designer, pour les concevoir, pour les inventer, pour les produire, pour former les gens à les utiliser, pour les réparer, pour faire la maintenance, pour les livrer, etc. Donc au final, puis ça s'ajoute aussi à une idée de il faut plus de place, il faut plus d'électricité, etc. Donc en fait, ça crée aussi derrière finalement de l'emploi. C'est juste que par contre, effectivement, c'est un déplacement des emplois. Effectivement, on a quand même une petite perte d'emploi de type peu qualifié pour des emplois qui sont un tout petit peu plus qualifiés. Mais voilà, vous irez lire l'article que je vous ai mis en lien et vous verrez un petit peu ce que ça dit. Donc voilà, donc les deuxième motif. Donc évidemment, tout en dernier, au 4e rang même, on va avoir les investissements de capacité, puisque dans le classement de l'INSEE, il y a en 3e rang un autre investissement qui concerne uniquement les investissements liés à la sécurité, l'environnement, les conditions de travail, et qui sont eux aussi des investissements qui sont totalement contraints, et contraints en l'occurrence ici par la législation, qui a de plus en plus à cœur justement de faire en sorte que les environnements de travail soient le plus respectueux de l'être humain possible. Donc voilà. Par contre, ce qu'il faut donc voilà, noter, c'est que les investissements de renouvellement, c'est quand même le double des investissements de capacité. D'accord? Donc c'est vraiment, il y a vraiment une proportion qui est très très importante. Voilà. Donc, voilà, si on regarde un petit peu des taux d'investissement pour la France, on va rester sur la France, hein. Donc on a un taux d'investissement qui est calculé de la sorte, FBCF sur valeur ajoutée. Je vous renvoie pour ces termes-là au premier chapitre, je crois au chapitre introductif d'ailleurs il me semble, qu'on avait fait ensemble. Et ça mesure vraiment le ratio, voilà, de la part de valeur ajoutée qui va être consacrée aux achats de biens d'investissement. D'accord? Je vous rappelle, hein, la valeur ajoutée qui est répartie entre les salariés, les actionnaires, l'État et l'entreprise elle-même. Et bien voilà. Et donc on constate qu'il y a quand même un taux d'investissement de la part donc, des sociétés non financières qui est très important dans les années 1950 et qui tend à diminuer jusqu'à atteindre un pic bas en 1997. Puis on a une réaugmentation progressive
une très belle reprise hein, jusqu'en 2018. Je n'ai pas de chiffres plus récents malheureusement à vous proposer. Mais voilà, pour avoir un petit peu une idée. Donc voilà un petit peu un autre graphique, donc toujours l'INSEE, toujours les sociétés non financières. Donc en bleu le taux de croissance justement de la formation brute du capital et en jaune le taux de croissance du PIB pour comparer un petit peu. Donc on voit quand même qu'il y a une corrélation, hein, il y a un lien entre les deux. C'est ce qu'on expliquait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Évidemment que l'investissement justement en capital permet également de suivre la croissance. Alors le lien est aussi dans l'autre sens. Quand il y a croissance du PIB, ça veut quand même dire qu'on est dans un environnement assez, comment dire ça, favorable pour les entreprises. Ça donne de la confiance. Et donc forcément, quand vous êtes une entreprise, votre but, c'est vraiment toujours le profit. Hein. Vous êtes dans un but lucratif. Donc, il est évidemment logique que si vous voyez que la croissance se porte bien, qu'il y a un taux de chômage faible et que l'économie ne prévoit pas de crise majeure et que entre guillemets, tout va bien dans le meilleur des mondes, vous allez être beaucoup plus confiant en tant que chef d'entreprise pour aller investir dans votre entreprise, pour aller plutôt que d'aller faire des réserves, d'accord? Donc c'est aussi logique que les deux se tiennent et voilà. Par exemple, si on regarde le dernier pic bas ici, donc ça représente évidemment la crise de 2008. On en a déjà parlé ensemble. Hein. Eh bien, il y a eu évidemment une baisse des deux indicateurs, tout simplement parce qu'il y a eu une perte de confiance totale sur le marché. Avec la crise économique, les gens ont perdu du pouvoir d'achat, donc les entreprises, il est complètement logique qu'elles n'aient pas investi à ce moment-là, parce qu'elles étaient un petit peu dans une défiance vis-à-vis de l'avenir, et elles étaient dans une situation d'attente. Elles attendaient de savoir s'il y allait avoir une reprise ou pas. Donc c'est vraiment assez lié, ça s'explique totalement. Donc, sur l'ensemble de la période, on constate qu'il y a des périodes d'accélération de la croissance, justement, qui vont correspondre à la phase d'accélération du PIB, et puis inversement, c'est ce que j'expliquais, d'accord? Et que en moyenne, la variation, justement, de la formation brute de capital est supérieure à la variation du PIB, d'accord? Donc voilà. Donc voilà, relation, c'est ce que je disais. Ok. Donc la décision d'investir. Donc là, on en revient à ce que je disais au tout début de la vidéo. Pourquoi les entreprises investissent? Tout simplement, voilà. Donc plusieurs raisons, on les a vues, hein, produire mieux, produire plus, produire autant. Et notamment, comment ils vont financer leur investissement. Eh bien, c'est ce que je disais, soit en interne, donc notamment avec l'autofinancement ou l'augmentation de capital, ou en externe, donc avec le recours notamment à l'emprunt ou aux aides publiques si c'est de la recherche et développement. On peut aussi faire de la cession d'actifs, voilà, si on est dans une très très grande entreprise, on peut par exemple se séparer d'une partie de notre activité pour faire un investissement précis sur un cœur de métier qu'on souhaite conserver. Donc voilà. Donc quels sont les déterminants à l'investissement? Donc l'idée, ça va être vraiment d'aller voir, voilà, je veux investir dans telle chose. Alors si c'est des investissements contraints, la question se pose pas vraiment, mais si c'est pas dans des investissements contraints, on va se dire voilà, j'ai ce projet-là, j'ai tel financement, et du coup, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a une adéquation entre ce que je veux faire et ce qui est possible de faire? D'accord? Et donc justement, comment on voit s'il y a cette adéquation-là, ce lien-là, si c'est possible ou pas? Plusieurs choses. On va déjà regarder les anticipations de la demande. D'accord? Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée de savoir, je veux développer tel produit. Est-ce que en face, je vais avoir les clients qui vont avec?
ou si je veux faire un investissement pour produire donc une plus grande quantité, bah, est-ce que ça répond vraiment du coup à la demande du marché? Est-ce qu'il y a vraiment actuellement une saturation en termes d'offres sur le marché qui fait qu'il y a des clients qui n'ont pas, qui ne peuvent pas satisfaire leur envie? Si c'est le cas, bon bah c'est OK. Le contexte macroéconomique, j'évoquais un petit peu ça quand je parlais de la crise, hein, et du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on est dans une situation où bah, l'économie va bien? Est-ce que les banques, ça va? Est-ce que, les gens, ça va? Et cetera. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est vraiment hyper impactant. Hem et d'ailleurs, c'est souvent les taux d'intérêt qui vont, être modifiés dans le cadre des politiques économiques, de relance notamment, d'accord? Pour relancer une économie, souvent on va faire jouer les taux d'intérêt vers le bas, puisque un taux d'intérêt qui est bas, bah, forcément ça va motiver beaucoup plus, les investisseurs, alors là que ce soit entreprise ou ménage, hein, ça marche de la même façon, à justement avoir recours au crédit. Et donc si on est plus enclin à aller faire un crédit, eh bien, on peut se permettre d'aller investir et dans ce cas-là, c'est mieux pour tout le monde. Et puis justement, voir un petit peu le prix relatif du capital par rapport à celui du travail. D'accord? Si on a, un capital qui est très rare et une main-d'œuvre qui est par contre très, très abondante, forcément on repart toujours, hein, sur l'idée de la loi de l'offre et de la demande, hein, sur le marché. Plus il y a de propositions sur le marché, plus les prix vont descendre. Donc dans ce cas-là, on aura des prix en termes de main-d'œuvre qui seront plus faibles que les prix des machines. Et du coup, il sera plus intéressant d'avoir recours à la main-d'œuvre plutôt qu'aux machines. Donc tout ça est à mettre en lien aussi. Et puis, le taux d'utilisation des capacités productives. Donc ça, c'est les capacités utilisées, divisées par les capacités totales. D'accord? Donc c'est-à-dire si vraiment, en fait, je suis à mon full potentiel ou pas. Si on est proche de zéro, bah, effectivement, c'est qu'on a un taux d'utilisation des capacités productives qui est vraiment optimum et qu'on peut se permettre d'aller, au-delà et donc d'investir. D'accord? Donc le taux 2018-2017 était par exemple à 86%. Ensuite, ce qu'il va falloir voir, c'est le niveau d'endettement de l'entreprise. Parce que le taux d'intérêt, c'est bien, s'il est faible, ça donne envie, ok. Mais si on est déjà hyper, hyper, hyper endetté, ça peut ne pas fonctionner. D'accord? Donc, il y a ça aussi qui doit être pris en compte. On apprendra à calculer un petit peu ces ratios-là en deuxième année. Et puis bah, la rentabilité aussi, hein, évidemment, ça ce sera l'objectif un petit peu de notre deuxième semestre en comptabilité. La rentabilité, voilà, je veux me lancer dans un projet, je veux investir dans une nouvelle machine, bah ok, pourquoi pas, mais combien elle me rapporte derrière? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que je vais vraiment non seulement regagner l'argent déjà minimum de ce que m'a coûté la machine, et puis derrière, est-ce que je vais même faire du profit? Si je fais pas de profit, ça ne sert à rien. C'est voilà, et encore pire, imaginons je suis en négatif, bon bah c'est que vraiment, c'est une super mauvaise décision, il ne faut pas la prendre. L'idée c'est surtout pas de perdre de l'argent évidemment. Et donc là, on aura différents critères qu'on apprendra à calculer au deuxième semestre, avec notamment la valeur actuelle nette, le taux de rendement interne, le retour sur investissement, le ROI pour ceux qui ont déjà vu. Voilà. Donc, dans sa décision, l'entrepreneur va calculer donc, sa valeur actualisée, son taux d'investissement, son tir, et puis il va justement comparer avec les sommes de rentrée, voilà, de trésorerie, justement, avec son coût de l'investissement, d'accord? Et donc, si notre rentrée d'argent, d'accord, est justement supérieure à notre investissement,
alors c'est bon, on va foncer, d'accord? Donc vraiment ça c'est important, on va le voir au deuxième semestre quand on fera les coûts. Après ce qu'il faut voir aussi c'est le risque, que l'investisseur il prend. Et donc évidemment ça va dépendre du moyen de financement. Par exemple, on va pouvoir calculer un indicateur qui est la capacité d'autofinancement. Donc par exemple, c'est l'idée de la trésorerie que j'arrive à dégager dans mon entreprise et à me mettre de côté, hein, voilà, pour justement m'auto-financer. Si mon investissement est plus de 3 fois supérieur à ma capacité d'autofinancement, on considérera que c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, on va repartir un tout petit peu sur notre cher ami Keynes, puisque évidemment Keynes a eu quelque chose à dire là-dessus. Et notamment dans l'analyse keynésienne, Keynes il a théorisé plusieurs concepts et plusieurs termes. Et notamment, donc on va retrouver ici deux termes importants. L'efficacité marginale du capital, donc, qui va désigner le taux de rendement interne de l'investissement ou le rendement attendu de l'investissement. Et c'est le fameux petit R là qu'il va falloir calculer pour savoir si justement notre taux de rendement interne est supérieur à notre investissement ou pas. Et pour Keynes, vraiment, l'investissement dépend de cette comparaison entre l'efficacité marginale et le taux d'intérêt pratiqué sur le marché des capitaux. D'accord? Puisque si on a, nous, un taux de rendement, donc oui, un taux de rendement interne qui est inférieur au taux de rendement du marché, donc au taux du marché des capitaux, ça n'a pas d'intérêt. Dans ce cas-là, autant prendre notre argent, le placer entre guillemets voilà, sur les marchés de capitaux, il va nous rapporter plus notre argent placé là-bas, avec en plus moins de risques normalement. Donc du coup, voilà, c'est là encore une fois des choses qu'il va falloir étudier et qu'on étudiera ensemble. Donc prenons un petit exemple, par exemple, donc je vous rassure, on ira calculer tout ça au second semestre en compta. Donc pour une efficacité marginale donnée, l'investissement va être une fonction décroissante du taux d'intérêt. D'accord? Donc on a ici un super graphique avec donc taux d'intérêt, montant de l'investissement, et en fait ça va vraiment être hyper intéressant d'aller calculer cette fonction et cette efficacité marginale, d'accord? Parce que plus notre petit i, donc plus le taux d'intérêt diminue, plus la valeur actualisée nette de notre projet va être forte, et donc plus le nombre d'investissements rentables devient élevé, d'accord? Et donc voilà, donc, encore une fois, ça montre l'idée de l'importance des taux d'intérêt pratiqués sur les marchés. Hop, voilà. Hop, j'aurais dû cliquer avant. Et donc, Keynes aboutit à la fin à ce qu'il appelle la théorie du multiplicateur. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit avec cette théorie-là? Il dit qu'un investissement additionnel produit un effet démultiplié, donc, ou multiplicateur du nom de la théorie, sur le niveau de la production et de l'emploi, donc, c'est-à-dire sur l'activité économique. D'accord? Donc, il définit bien l'investissement comme une demande adressée aux producteurs de biens d'équipement. Et l'idée qu'il a derrière du petit cercle là, c'est que quand un producteur il achète une machine, il a quand même besoin derrière de personnes pour faire fonctionner cette machine. Donc, il va augmenter son activité de production, donc il va augmenter le revenu pour les salariés, ou en tout cas augmenter sa masse salariale, ou embaucher plus ou quoi, et ou pour ses actionnaires selon son statut d'entreprise. Et du coup, comme ces personnes-là, ces salariés-là, et puis ces actionnaires-là, gagnent plus d'argent, qu'est-ce qui se passe? En toute logique, ils vont consommer plus. Parce qu'on a vu dans le chapitre précédent sur la consommation que avec quand il y a une augmentation de revenus, il y aura une augmentation de l'épargne, mais dans une proportion moindre, d'accord? Donc il y a quand même une partie qui passe en consommation. Donc voilà, plus de revenus pour les salariés égale plus de consommation. Et donc, s'il y a plus de consommation, c'est tout bénef pour les producteurs, puisque ça veut dire qu'ils arrivent à faire plus de profit. Et donc s'ils font plus de profit,
bah, ils peuvent éventuellement soit réinvestir, soit continuer leur activité de production et donc augmenter à nouveau les revenus, etc., etc., etc. On est dans un cercle vraiment vertueux, d'accord? Donc vraiment, une variation de l'investissement et de la consommation va augmenter notre production et donc notre revenu national. On en revient à l'idée de, voilà, si on produit plus, mieux, etc., on va augmenter notre richesse créée, donc on va augmenter notre valeur ajoutée, donc on va augmenter le PIB, etc., etc. Donc, par exemple, Keynes, il dit que c'est cette théorie du multiplicateur-là qui justifie qu'on puisse voilà, faire des politiques de relance budgétaire. Pourquoi? Parce que une relance budgétaire, par exemple de 100, va générer au bout d'un certain nombre de périodes, donc n périodes, donc un nombre de périodes n, une augmentation globale des revenus de 500. D'accord? Et donc cette dépense publique de 100, elle va être compensée au bout de ces fameuses N périodes par le supplément d'épargne que vont constituer les agents économiques. D'accord? Donc Keynes, il dit que voilà, une relance budgétaire, quand on est dans une dynamique économique traditionnelle, correcte en tout cas, ok, au début, c'est de l'argent qu'on va injecter, qu'on perd entre guillemets, mais au final, au global, si on étudie toute la fin du cercle, ça va s'autofinancer parce qu'il y aura un supplément d'épargne qui va être issu de l'accroissement des revenus. Donc voilà. Donc pour Keynes, au final, la relance budgétaire, elle ne coûte pas normalement, elle ne coûte pas à l'État. Voilà, elle est neutre dans le temps. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Donc c'est l'idée, voilà, du multiplicateur d'investissement. Et c'est cette théorie-là, du multiplicateur keynésien, qui est justement au cœur de la politique du New Deal aux États-Unis dans les années 30, d'accord? C'est vraiment la justification, le fondement de toute cette politique du New Deal, toute cette politique de relance de l'activité économique menée par l'État et les États, vient de cette théorie keynésienne du multiplicateur, d'accord? Donc voilà. Si on a une augmentation de la consommation, puisque du coup il y aura une dépense publique qui aura par exemple augmenté le pouvoir d'achat des ménages, pensons par exemple actuellement ce que fait l'État français, hein, mais on a déjà parlé dans la vidéo précédente il me semble, du chèque énergie pour compenser la hausse du prix de l'essence. Bah, vraiment l'idée c'est on augmente la demande qui va être adressée aux entreprises, donc on va augmenter les investissements, et donc on va augmenter l'emploi, et donc on va augmenter le revenu, et donc on va augmenter à nouveau la consommation, etc. etc., etc. D'accord? Par contre, il y a quand même une limite, hein, c'est pas complètement illimité, sinon ce serait un petit peu trop facile. C'est que si le marché n'est pas capable durablement de favoriser un retour de la croissance suite à cette nouvelle dépense-là, il y aura donc un déficit public. D'accord? Donc voilà, c'est ce que des fois, on n'a malheureusement pas ce retour à l'équilibre, à la croissance qui est automatique. Donc, comme dans le chapitre précédent, on va voir l'organisation du système productif français. Enfin, dans le chapitre précédent, on avait vu l'organisation du système, de la consommation en France. Là, on va voir pour l'organisation du système productif. Donc, déjà, regardons un tout petit peu la structure du tissu productif français. Si vous regardez bien, la plus grande partie de notre activité se situe dans les services marchands aux entreprises. D'accord? Puis, dans tout ce qui va être commerce, transport, hébergement, restauration. Ensuite, on sera dans le service marchand aux particuliers. Donc, on voit bien qu'on a une économie qui est extrêmement tertiaire, d'accord? Puis la construction, puis l'industrie, d'accord? Donc voilà, donc on est vraiment dans une industrie extrêmement tertiaire en France. Donc c'est justement ce qu'on a appelé le phénomène de tertiarisation de l'économie. Donc pourquoi? Tout simplement, c'est lié à la dématérialisation de l'économie. D'accord? C'est quand même assez récent comme phénomène, enfin assez récent. Ça commence à faire quand même quelques décennies maintenant, mais voilà.
Tout simplement parce qu'on va externaliser des activités, notamment tout ce qui va être informatique, même la comptabilité maintenant, hein. Et puis il y a un besoin croissant aussi de services dans la population, notamment les services à la personne, et notamment liés au vieillissement de la population française, qui demande bah, des soins et des services à la personne de plus en plus élevés. Hop, ouais, j'aurais dû tout mettre direct. Donc, c'est ce qu'on voyait, plus de 3/4 des entreprises sont réparties dans le tertiaire. Donc dans les services principalement, c'est déjà 52% des effectifs des entreprises. Donc c'est-à-dire 52% des salariés en France travaillent dans le service. Les secteurs des activités financières et assurances est vraiment très concentré. C'est-à-dire que 79% des salariés du secteur des activités financières et des assurances sont employés par 26 grandes entreprises. D'accord? Vous voyez, c'est très important. Donc on pense notamment, par exemple, bah, aux très grosses banques en France ou aux très grosses compagnies d'assurance. Je ne vais pas en citer, mais vous en avez forcément en tête. Les micro-entreprises comptent aussi énormément, puisqu'elles comptent 71% de leur effectif dans les activités tertiaires, et notamment presque un tiers dans le commerce. Donc l'industrie en France, donc c'est 6%, la construction c'est 13%. Faut voir que l'industrie, on dit 6%, bah, ça veut quand même dire plus de 3 millions de salariés, notamment dans l'industrie manufacturière. Donc c'est quand même important, d'accord? Dans la construction, bien sûr, il y a des très grosses entreprises de construction. C'est pareil, hein, on pourrait en citer quelques-unes, mais je pense que vous en avez en tête, notamment au niveau des très gros travaux publics ou des autoroutes. Mais pour autant, plus de 70% des salariés qui sont dans la construction sont des employés de PME, y compris de micro-entreprises. Là, pensez à tous les petits artisans du coin, les petits maçons d'à côté, etc. Donc, répartition de la valeur ajoutée par branche, justement. Donc, on voit hein, en bleu foncé, principalement la valeur ajoutée en France provient des services marchands, d'accord? Puis suit les services principalement non marchands, puis les industries manufacturières, la construction et en tout dernier, mais qui représente quand même 2% de la valeur ajoutée française, tout ce qui est secteur primaire, donc agriculture, sylviculture et pêche. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer un petit peu des idées, d'accord? Je vous demande pas de connaître tout ça par cœur, bien sûr, hein, mais c'est quand même que vous ayez une représentation un petit peu de comment est fait en France notre tissu productif. Donc, on parle de branches et de secteurs depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même peut-être un petit peu définir. J'aurais peut-être pu faire ça un petit peu plus tôt. C'est quoi une branche? Bah, c'est la somme d'unités qui produisent un produit ou une somme de produits. Donc, les productions d'une entreprise peuvent relever de différentes branches. Par exemple, si on prend le groupe industriel Bolloré, qui est un très gros groupe français, voire même européen, d'accord? Il a plusieurs activités. Il y a Bolloré Énergie pour l'énergie. Il y a aussi Bolloré Logistique et Africa Logistique pour tout ce qui est transport et logistique. Il y a Vivendi qui fait partie de Bolloré, qui est dans la communication et les médias. Il y a des plantations, il y a des industries, donc notamment tout un tas d'industries énormes. Et Bolloré a aussi des participations financières dans d'autres groupes, et notamment chez Lagardère. Donc voilà, donc ça, les branches, ça va être plutôt ces sous-groupes-là. D'accord? Donc par exemple, la branche transport et logistique, ou la branche communication, etc. Le secteur, ce qu'on appelle un secteur, c'est vraiment là où on a une activité principale, un produit ou un ensemble de produits vraiment plus précis. Donc, par exemple, le groupe Bolloré a pour activité principale, son secteur principal, ça reste le transport et la logistique de base. Hop, voilà, c'était le tableau que je cherchais. Donc voilà. Donc on a vu un petit peu par secteur, par branche, et maintenant regardons un petit peu par taille.
Donc on a en France des grandes entreprises qui sont assez... bon, on en a plein, vous en avez forcément en tête, on en a quelques-unes à côté de chez nous. Et effectivement, c'est celles qui vont produire le plus de valeur ajoutée dans les secteurs non financiers, d'accord? Mais majoritairement, on a quand même la plupart des entreprises en France, ce sont des micro-entreprises ou des PME, d'accord? Donc les micro-entreprises étant vraiment extrêmement, extrêmement nombreuses, d'accord? Même si c'est pas forcément celles qui génèrent le plus de valeur ajoutée, elles sont vraiment très très importantes dans notre économie parce que une micro-entreprise, c'est quand même une personne qui travaille. Donc c'est quand même très important. C'est quand même presque un quart de la valeur ajoutée, donc c'est très important. Donc, on constate vraiment qu'il y a de multitudes de petites entreprises en France, principalement. Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est notamment que il y a une réticence un petit peu à franchir le seuil des 50 salariés, puisque ça obligeait tout un tas de choses, et notamment la constitution d'un comité social et économique, etc. Jusque septembre 2017, où ça a été quand même un petit peu plus simplifié. D'accord. Plus deuxième problématique qui empêche vraiment la croissance des petites entreprises et qui explique pourquoi il y a une multitude de petites entreprises en France, c'est le manque de fonds propres justement pour financer leur développement. Donc, les grandes entreprises, elles évoluent majoritairement en France dans l'industrie manufacturière et ça représente donc 37% des salariés de ce secteur. Compte tenu vraiment de cette orientation industrielle-là, elle joue un rôle essentiel dans notre commerce extérieur, puisque à peu près un tiers du chiffre d'affaires à l'export des secteurs marchands, non agricoles et non financiers proviennent justement de ces ETI-là. Donc c'est vraiment très important pour nous en France. Donc voilà. Par contre, petit bémol quand même, faut savoir qu'un grand nombre d'entre elles sont contrôlées par des groupes étrangers via donc le système de participation au capital. Donc les PME autres donc que micro-entreprises ont en moyenne à peu près 27 salariés, même si la majorité ont moins de 20 salariés, d'accord. Et les activités sont un peu plus diversifiées, d'accord. Donc là, on a vraiment tout ce qui va être réparation, installation, construction, industrie de type traditionnelle, tout ça. Donc dans les services, que ce soit des services pour les particuliers ou pour les entreprises, la majorité des salariés sont dans des PME ou des micro-entreprises. En l'occurrence, 71% des micro-entreprises, non, pardon, 71% des salariés des micro-entreprises sont dans l'activité tertiaire. Les secteurs des activités financières et assurances, je l'ai déjà dit en fait. 27 grandes entreprises qui ont 74% des salariés, mais en fait je l'ai déjà dit. Je me rends compte que je me répète, désolée. Voilà, dans la construction, il y a quelques... Voilà, mais en fait j'ai déjà dit cette diapo-là. Je suis désolée, j'aurais dû l'enlever. Un dynamisme quand même en France, d'accord, avec... Hop là, décidément. On le voit, un énorme pic en 2009, d'accord, au niveau des micro-entrepreneurs. Et ce qui s'explique en fait avec la mise en place en France du régime de l'auto-entrepreneur, d'accord. Donc c'est complètement expliqué, c'est complètement logique. C'est parce que en 2009 a été créé le régime de l'auto-entrepreneur, l'auto-entreprise. Et ça a simplifié énormément et ça a encouragé énormément de personnes à se lancer, d'accord. Puis une belle reprise depuis 2015, d'accord. Voilà, et une très très belle progression toujours encore maintenant. Donc les créations d'entreprises, on se base sur 2018, n'ayant pas trouvé de chiffres plus récents, par secteur justement. Donc là on est vraiment uniquement concentré sur combien d'entreprises ont été créées en 2018. Donc à peu près 700 000, d'accord. Donc presque 500 000 d'entreprises individuelles.
avec, vous le voyez vraiment toujours, services marchands, et donc services marchands particulièrement aux entreprises qui sont majoritaires, suivi du commerce, transport, hébergement, restauration. En fait, on retrouve exactement la même logique qu'on avait dans la répartition originale. Il n'y a pas de grosse surprise. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Donc, quasiment 700 000 entreprises qui ont été créées. C'est quand même plus 17% par rapport à 2017. D'accord? Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entreprise. Alors, il faudra voir avec l'effet Covid. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour savoir justement qu'est-ce qu'il en advient actuellement. D'accord? Avec du coup vraiment un dynamisme au niveau des micro-entrepreneurs, hein, où plus 18% de création de régime micro-entrepreneurs entre 2017 et 2018. Donc c'est vraiment important, et notamment grâce à une évolution réglementaire favorable. D'accord. Et puis des créations d'entreprises individuelles classiques, hein, qui ont bien augmenté, plus 20%. Donc voilà, bien sûr, tout ça, ce sera à nuancer avec des chiffres après Covid, le jour où on les aura. Donc la France est le premier pays européen en termes de création d'entreprises en 2019, d'accord? Donc en 2019, ah bah c'est quelques chiffres quand même, 2019, j'en ai trouvé. C'est 815 000 nouvelles créations, donc encore une fois un record, d'accord? Plus 18% par rapport à 2018, donc ça évolue. Et donc majoritairement toujours des micro-entrepreneurs, des micro-entreprises, notamment une forte proportion chez de jeunes qui ont créé leur entreprise, et une baisse dans les défaillances des entreprises, donc dans les échecs, parce que vous savez qu'avant on disait qu'il y avait quand même un taux d'échec qui était très important dans les 3 premières années. Et bien là, justement, on constate qu'il y a une baisse des défaillances d'entreprise, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, on considère que 50% à peu près des entreprises qui sont créées vont disparaître au bout de 5 ans, d'accord? En général, on dit c'est un tiers, 30% en 3 ans, donc 50% en 5 ans, pour différentes raisons. Parfois, c'est tout simplement les fonds qui n'ont pas suffi, ou une difficulté économique liée au secteur, tout simplement. Parfois, ça peut aussi être entre guillemets la faute, en tout cas le créateur, qui n'arrive pas à gérer son entreprise, ou qui se rend compte qu'il manque de compétences, qu'il manque d'accompagnement, hein, aussi, et qui du coup va se retrouver soit submergé et va décider tout simplement d'arrêter parce que c'est trop de stress, trop compliqué, trop tout simplement, soit qui va faire des erreurs de gestion qui vont être trop importantes et qui vont mettre en difficulté, voire en faillite, l'entreprise. D'où l'importance d'être bien accompagné lorsque l'on crée son entreprise. Hop, encore une fois, désolé. Selon une étude de l'INSEE d'avril 2019, 75% des entreprises qui avaient été créées au premier semestre 2014 sont encore actives après 3 ans. Donc là, c'est vraiment en forte augmentation. Là, on ne prend pas en compte, par contre, le régime de l'auto-entrepreneur. D'accord? Donc attention, comme on a vu, hein, le régime auto-entrepreneur, c'est une très grande proportion quand même. Donc faut pas dire que 75% des personnes qui créent leur entreprise continuent à fonctionner. Non, c'est que au niveau des entreprises créées hors régime auto-entrepreneur. Donc une bonne progression qui a notamment été liée à une conjoncture économique qui était plutôt bonne. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos entreprises ont été fortement marquées par la mondialisation des marchés et l'ouverture des marchés au monde, extrêmement favorisée, avec une grande simplification, notamment liée à l'avènement de l'ère d'Internet. Les entreprises contemporaines, et donc notamment les plus grosses entreprises, celles qui peuvent se permettre d'être à l'international, celles qui en ont les capacités, sont vraiment dans un jeu concurrentiel très fort. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va pouvoir trouver des alliances. D'accord? Donc les alliances,
forcément, on n'est plus dans la concurrence pure et parfaite, hein, mais ça permet aux entreprises de se développer ensemble. Notamment, on le voit énormément dans le marché de l'automobile mondial. Voilà, puisque du coup, il y a quand même une recherche de taille critique, hein, une présence géographique, et c'est pas forcément évident, vous vous en rendez bien compte, hein, pour juste une entreprise être présent partout sur la planète, d'accord? Donc les alliances permettent justement de mettre en commun certains coûts pour avoir plus de présence et donc une meilleure efficacité. Donc c'est le cas notamment, voilà, ce que je vous disais, hein, dans l'automobile, il y a énormément d'alliances et de participations croisées. D'accord? Donc par exemple, donc là en bleu, vous avez les entreprises plutôt États-Unis, en jaune plutôt les entreprises asiatiques, en vert les entreprises européennes, et vous voyez un petit peu tous les fusions, les acquisitions, les alliances, les groupes, etc. Notamment, on a un groupe Fiat Chrysler, donc Fiat c'est italien, Chrysler c'était plutôt, enfin c'est américain, pardon, c'est pas plutôt, c'est américain de base. On a aussi le groupe Renault-Nissan, d'accord, avec Renault donc qui est français, et Nissan qui était, je vais dire peut-être une bêtise, japonais je crois. Voilà, on a le groupe PSA qui est très très important, donc Peugeot et Citroën, etc. Daimler, BM, Volkswagen, d'accord, qui contient quand même plus de 12 marques, hein, Volkswagen, puisque Volkswagen, bon bah c'est les Volkswagen, ok, mais c'est aussi Audi, Porsche, Seat, Skoda, etc. Tout ça c'est le même groupe, hein. Donc voilà, c'est hyper important. Donc Ford, General Motors, qui est le deuxième constructeur mondial, hein. Donc c'est vraiment un très gros groupe. Et Toyota, qui est le premier groupe constructeur mondial en tout cas. D'accord. Avec donc Hyundai, Kia aussi, c'est le même groupe, hein. Et puis Honda, Suzuki, Mazda. Donc voilà, donc vous voyez, il y a à chaque fois des alliances techniques, donc de recherche et développement en gris, et en bleu de production, achat, matériel. D'accord? Donc voilà, c'est hyper important. Le seul groupe qui finalement ne fait pas énormément d'alliances, bah, c'est le groupe Volkswagen. D'accord? Groupe Volkswagen, les seules choses qu'ils font, ils ont fait des filiales en Chine avec donc des sous-entreprises chinoises, parce que bah, le marché chinois était quand même un petit peu particulier et un petit peu fermé pour tout ce qui est autorisation d'implantation. D'accord? C'est pour ça qu'il y a énormément, vous voyez, de rouge, c'est parce que voilà, pour pouvoir s'implanter en Chine, il faut être proposé dans une des entreprises chinoises. Donc voilà. Et sinon, toutes, hein, elles travaillent quasiment les unes avec les autres, hein. General Motors a pu travailler avec Fiat Chrysler, avec PSA, et puis donc avec l'entreprise chinoise SAIC. Ford a travaillé avec PSA aussi. PSA, ils ont travaillé avec quasiment tout le monde, avec Toyota, avec Mitsubishi, avec BM, etc. Enfin, je pense que voilà, vous voyez un petit peu qu'il y a un réseau qui est extrêmement important. Et bien sûr, ça continue, hein, c'est toujours en cours, notamment PSA et Fiat Chrysler. Donc on voit ici PSA et Fiat Chrysler ici, d'accord, fondent actuellement Stellantis, d'accord. Et donc c'est un super gros groupe géant de l'automobile, parce que donc vous voyez PSA était ici à 2,41 et Fiat Chrysler à 4,14. Donc ça fait du 6,50 en gros. Donc 6,50, ça va permettre presque de concurrencer Renault-Nissan. Ça va permettre de passer devant Ford, d'accord, devant tout ce qui est Suzuki, Honda, Mazda évidemment. Presque au niveau de Hyundai. Donc là, évidemment, voilà, on constate que les fusions sont extrêmement importantes. Donc le seul acteur dont on n'a pas parlé dans ce tissu productif, c'est pour l'instant la place de l'État dans tout ça. D'accord? Je vous avais déjà parlé en TD que l'État était actionnaire, d'accord, dans beaucoup d'entreprises en France. Et donc, principalement,
l'État français contrôle directement, donc c'est-à-dire détient plus de 50% d'une entreprise dans près de 85 sociétés françaises. D'accord? Et dans ces 85 sociétés françaises, il y en a 11 qui sont des gros groupes qui rassemblent plus d'une dizaine de sociétés à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est vraiment très très important. À l'intérieur donc du coup de ces grosses sociétés, de ces grands groupes, finalement l'État français contrôle plus de 1700 sociétés françaises et plus de 780 salariés. Attention, je parle pas du tout des fonctionnaires, hein, je parle vraiment là du salaire, des salariés, de sociétés, etc. hein, d'accord? Donc vous voyez que l'État a quand même un rôle extrêmement important dans la sphère productive française. Donc on va penser notamment à EDF, la Poste, la SNCF, etc. Et ce qu'il faut bien savoir, la SNCF, vous avez juste l'image des trains, mais enfin derrière la SNCF, par exemple, il y a plus de 500 entreprises. D'accord? Derrière EDF ou la Poste, il y a plus de 100 sociétés. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement important. Plus donc au-delà d'être actionnaire principal, donc à plus de 50%, l'État est aussi un actionnaire minoritaire, donc c'est-à-dire qu'il détient moins de 50% des parts, mais des fois quand même un nombre assez important, dans plus de 600 sociétés. Donc par exemple, Gaz de France, l'État détient à hauteur de 37%. Donc chez Renault, maintenant c'est 20%. Orange, c'est 13%. Air France, c'est 18%, etc. Donc, évidemment, c'est très, très, très important. C'est plus de 3,5% de l'effectif salarié total qui est finalement employé, alors indirectement, hein, mais par l'État. D'accord? Donc voilà, donc c'est vraiment très important. Donc notamment dans les entreprises publiques, on a les 3 plus importantes qui sont la Poste, la SNCF et EDF. Hein. Donc voilà, donc plus de 1000 filiales à elles seules, à ces 3-là, et donc plus de 50% des effectifs qui sont contrôlés par l'État. C'est fait partie vraiment des 3 plus grosses sociétés qui emploient en France. Donc sur le plan sectoriel, l'État est majoritairement impliqué dans le secteur tertiaire, donc dans le secteur plus des services, hein, donc 80% des effectifs des sociétés publiques sont dans le secteur tertiaire, et donc notamment dans les transports, d'accord, et les activités scientifiques et techniques aussi, d'accord. Le secteur public reste assez peu présent dans l'industrie, c'est moins de 20% des effectifs des sociétés publiques, d'accord. Et dans les secteurs justement des industries, ça va être surtout dans l'énergie, l'eau, la gestion des déchets et la dépollution. Donc des choses qui sont vraiment d'intérêt général. Hop, pardon. Juste pour finir avec une petite idée de montant, la valorisation du portefeuille global de l'État français dans la sphère productive, c'est autour d'environ 100 milliards d'euros. D'accord? Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que récemment, de plus en plus, le gouvernement français, alors là, je parle du gouvernement Philippe, puisque c'est la chose la plus récente, mais c'était valable pour un peu tout, hein, cède des participations justement d'entreprises qui sont considérées comme non stratégiques, comme non essentielles en tout cas à la société, à l'intérêt général, et notamment ce qu'on a eu de plus récent, ça a été la privatisation de la Française des Jeux, avec notamment une introduction en bourse, une ouverture en bourse de la Française des Jeux l'an dernier. D'accord ? Voilà un petit peu pour le tissu productif français, pour la production en France. Désolée, ça a été un petit peu cafouillage, j'ai eu un petit peu de mal à enregistrer cette vidéo. J'espère que vous vous en sortirez quand même. N'oubliez pas d'aller lire du coup les articles que je vous poste aussi. Et puis, n'oubliez pas le QCM en fin de semestre. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Et puis, merci pour ce semestre.